Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Très peu. C'est noté. Un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Monsieur Gado. Monsieur Gado, vous nous appelez d'où? Avec qui? Moi, je suis à l'aise. Un milliard dit qu'il est à l'aise sur la Samila. Quand il pleut à sur la Samila, on ne peut pas être à l'aise. C'est les minorités qui sont à l'aise dans leur maison. Bon. Maintenant, ma question. Je dis bonjour à l'invité d'abord. Bonjour, monsieur Gado. Moi, j'ai un habitude qu'il a dit, et puis c'est vrai, on peut dire que bon, à son lieu, c'est normal. Mais ce que je dois demander, est-ce que maintenant, un peu de débat revendiqué, ou même peut revendiquer le bouquet, c'est-à-dire cette élection que Agoumé revendiquait avant sa mort, personne n'a quand même. Merci, bonjour. Bien, merci Gado. C'est vrai que c'est une question qui revient dans les commentaires. Agoumé, jusqu'à sa mort, revendiquait la victoire à la présidentielle de février 2020. Est-ce que cette parenthèse, comme je l'avais dit tantôt, est-ce que cette parenthèse, oui, c'est vrai aussi qu'Agoumé n'est plus là. Donc, que devient cette question? Il y a des éléments de fait. Ce n'est pas à moi qu'il faut attribuer ça. C'est ce qui est constaté. Il n'y a personne, enfin, peut-être qu'il y en a, mais j'aurais fait partie des gens les plus heureux sur cette terre si Agoumé Kodjo avait été président de la République togolaise. Tout à l'heure, un auditeur demandait si je connaissais Agoumé quand les soulèvements populaires ont commencé. J'ai commencé à travailler avec le président Kodjo en 90. Et nous n'avons jamais cessé de travailler ensemble jusqu'à son dernier souffle. Donc, j'aurais été le premier à être heureux parce que, voilà, je connais l'homme, je sais ce qu'il aurait pu faire pour le Togo. Maintenant, le président Kodjo n'est plus vivant. Il a été enterré. Le Monseigneur Kodjo n'est plus là. Maintenant, vous voulez que nous qui sommes là, pendant que nos citoyens souffrent de la vie chère, on parle d'inondation, on parle de ceci, nous passons notre temps à occuper les médias, à occuper les temps d'antenne à dire nous revendiquons une victoire. À supposer pas, simple hypothèse, qu'on dise ok, venez prendre la victoire, on la donnerait à qui? Puisque pour être président de la République, il y a un candidat qui écrit son nom, on lui fait des analyses médicales, il donne une caution, il est reçu et c'est son nom qui est voté. On la donnerait à qui cette victoire? Donc, qu'est-ce que vous voulez? Que nous fassions du symbolisme, du show, ou que nous essayons de régler les problèmes de nos concitoyens avec les moyens qui existent aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire tout simplement que vous êtes réaliste? Oui, dans la vie, il faut être réaliste. Dans la vie, en toute chose, il faut être réaliste. Le réalisme, c'est un courage important, surtout en politique. Parce qu'en politique, ce qui plaît aux politiques en règle générale, c'est de faire croire qu'ils sont au service du peuple, mais en réalité, ils épient les opinions populaires, les idées populaires, et ils suivent ces idées, et même ils ne veulent pas dire la vérité parce qu'ils veulent être populaires. Être réaliste, c'est d'avoir le courage d'être impopulaire, tout en ayant raison sur les faits. Et moi, j'ai dépassé l'âge d'être populaire. J'ai dépassé l'âge d'être populaire. Je ne cherche pas à être applaudi. Je dis, si vous voulez être applaudi, vendez des yaourts et des bonbons. Je ne cherche pas à être populaire. Je vois mes concitoyens aujourd'hui. Alors, en toute humilité, je voyage beaucoup en Afrique. Je vois des pays avancer à certains rythmes. D'autres mieux que nous, d'autres un peu moins que nous. Mais j'ai envie que nous ressemblions au peloton de tête. Et donc, quand je compare ça à ce que nous faisons, je me dis peut-être que notre énergie doit se focaliser sur ce qui nous fait avancer. Bien. Allô? Ah, Oui, Basile, s'il vous plaît, Basile, est-ce que par exemple vous voulez céder votre place à quelqu'un d'autre en attendant éventuellement de revenir pour que, oui, on puisse écouter un autre son de cloche aussi? Allô? oui, mais moi, je vous ai... Allô? Oui, allô? Oui, s'il vous plaît, c'est... Oui, c'est toujours moi, M. Gado. Oui, monsieur Gado aussi. Vous êtes intervenu il y a juste un instant. Gado,
s'il vous plaît, monsieur Gado, si vous voudrez bien libérer la ligne pour qu'on ait un autre auditeur en attendant de reprendre Gado et de reprendre Basile. Allô? Ouais, je reviens comme ça. Oui, mais c'est qui revient là? Allô? Oui, c'est qui? Basile revient. Oui, la Basile. Vous m'avez écouté? Hein? Vous m'avez compris, Basile? On n'a qu'à laisser carrément. Ok, bah Basile, parlez. Oui, moi je ne veux pas parler ce que j'avais dit premièrement. Bon, je veux leur dire, aujourd'hui, le peuple togolais ne mange même pas une fois par jour. Mais c'est que vous, Basile, Oui. mais ce que vous dites là, est-ce que c'est pas faux? Non, c'est pas faux. Je vais vous prouver ça tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez mangé, vous, depuis le matin? Non. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Mais vous allez manger dans la journée. Ah, où je vais trouver ça? Maintenant, moi, je ne suis pas proche de là où on a déposé les riz. Les riz de... bon, bébé dit que... Non, Basile, quelle est votre question, Basile? Je veux lui demander, comment on nous gouverne là? Il est d'accord, on ne mange pas une fois par jour. Et tout ce que son parrain a laissé, il vient, il vote ça d'un revers de main. Est-ce qu'il est d'accord de venir nous faire comme ça pour aller s'ajouter à la minorité pieuse? Bien, merci, Basile, on a compris. C'est cette impression que certains, ce qu'il a exprimé là, que Agbéomé était sur une dynamique et que au niveau du MPDD, il dit vous balayez de revers de main tout ce qu'il avait fait. Est-ce que c'est en réalité cela? Si, c'est pas ça, c'est quoi? C'est pas ça. En fait, je voudrais inviter tous nos compatriotes à faire un effort de renforcer leur culture politique, à comprendre les mécanismes de la politique. Ce n'est pas une question de dire je ne peux pas être d'accord avec la manière dont on est gouverné. Ça veut dire que j'approuve tout ce qui se fait au Togo. Je ne peux pas ne pas dire, je peux pas non plus à un micro dire je ne suis pas d'accord et puis m'arrêter là. C'est une nuance qu'il faut apporter. Avec quoi je suis d'accord? Qu'est-ce que je trouve qu'on fait bien? Qu'est-ce que je pense qu'on peut améliorer? Ce manichéisme-là aussi, ça a été hérité de la lutte démocratique dans les années 90, où on a considéré que tous ceux qui crient à Bloré sont monolithiquement, sans relief, des gens bien. Et ceux qui sont en face sont inversement des démons. Il n'y a aucune notion. Donc les gens ne rentrent pas dans ces nuances-là. Donc me poser la question de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord, ça me prendra des jours. Je vais lui expliquer. D'ailleurs, j'espère qu'on aura l'occasion de parler du classement sur les réformes au Togo. Je suis prêt à prendre le temps. Et que les gens viennent au siège me voir, à prendre le temps pour expliquer des choses concrètement. Ne restons plus dans les politiques de d'accord, pas d'accord, voleurs, pilleurs, minorité, gna gna gna. Moi aussi, je suis du peuple. J'ai 42 frères et sœurs. Il faut que les gens le sachent. Mon père a eu 43 enfants. Donc nous sommes 42 frères et sœurs. Vous pensez que tous les 42 que nous sommes là, nous avons les mêmes opinions? Que chez nous, là, tout le monde mange à sa faim? Que moi, je ne vois pas la misère? Que moi-même, je n'en souffre pas? Donc, et il n'y a pas le Togo d'un côté et Jonas Yadin de l'autre ou les politiciens de l'autre. Nous sommes tous le même bateau. Pour revenir à ça, en fait, le président Kodjo, s'il avait eu le pouvoir, il aurait travaillé pour que tous les Togolais se retrouvent et qu'on améliore les conditions de vie des Togolais, n'est-ce pas? Ce que j'ai dit hier dans mon discours, c'est quoi? Le Togo par tous les Togolais et le Togo à tous les Togolais. Est-ce que les gens ont lu ça au moins? J'ai dit que notre combat, c'est de faire en sorte que le Togo soit construit par tous les Togolais, que un Togo inclusif, et que les fruits de développement soient distribués pour tous les Togolais. C'est différent de ce que Agbéomé voulait faire. Ne restons pas sur les caricatures. Faisons l'effort de la culture. Mais vous savez très bien que les Togolais, ils aiment les caricatures. Oui, mais il faut qu'on grandisse, parce que si on continue comme ça, on donne l'impression d'un peuple, comment on dit ça, immature. Les gens aiment trop les raccourcis. En fait, les gens disent, Jonas Yadin, ah, tu te souviens quand on était au campus là, c'est Jonas, ah oui. Les gens me sont allés jusqu'à dire que j'ai fait partie de certains mouvements alors que je n'étais pas sur le campus en ce moment. Les gens ont dit que j'ai poursuivi des gens, que on était mêlés à des trucs. Si on mettait aujourd'hui une commission technique en place avec des avocats et tout ça là, tout ce monde-là, ils se retrouveront sans aucune preuve, sans aucun élément. Parce que ce n'est pas vrai.
On parle des raccourcis, des calculs, on ne veut pas rentrer dans la nuance. Quelqu'un comme moi, il faut beaucoup de courage pour accepter, après la mort du Prince Kodjo, de dire je vais travailler avec mes compagnons pour restaurer le MPDD. Quelles sont les chances que vous vous donnez? Vous vous faites comprendre, vous savez très bien qu'au Togo, soit on est clairement, oui, on aime les caricatures comme vous l'avez dit tantôt, où on est du côté du pouvoir. Et le fait de vouloir trouver même des circonstances atténuantes pour faire passer éventuellement un certain nombre de discours, ça passe difficilement, vous le savez. C'est notre rôle au niveau des partis politiques de faire un travail de formation, de sensibilisation. Même, M. Atiobe, je vais vous dire une chose. En fait, ce n'est pas tous les Togolais qui sont comme ça. Il y a une majorité de Togolais qui restent silencieuses. Parce qu'occupés par d'autres choses, parce que pas intéressés par la politique, et qui comprennent des choses. Moi, quand je pense dans la rue ou quand je crois des gens me disent continuez, c'est bien. Ce que vous dites, ça nous intéresse. Faites, ayez le courage d'aller jusqu'au bout. Bien, merci. Oui, il y a des réactions, je vais lire certaines de ces réactions. Il y a par exemple Kofi Benokevi Godwin. Il dit, quand vous aviez dit tantôt que l'idée, c'est pas de faire carrière dans l'opposition, que vous aimez, vous aimeriez un jour que votre parti politique puisse accéder et diriger le pays. Il dit, donc certains font carrière dans la gestion du pays. En réalité, ils répondent un peu. Alors, ça est mal. En fait, la carrière non plus, ce n'est pas seulement la gestion du pays. La démocratie doit respirer. C'est pour ça que c'est au peuple de décider. Vous arrivez, vous proposez un projet. Si vous donnez satisfaction, le peuple peut vous reconduire. Si vous ne donnez pas satisfaction, vous revenez dans l'opposition. Vous voyez un peu, c'est un aller-retour. Et forcément, un parti, vous avez tous les partis à un moment donné, dans les pays où la démocratie est plus avancée que la nôtre, connaissent un moment, vous avez vu, les travaillistes sont revenus au pouvoir en Grande-Bretagne après qu'ils étaient loin pendant longtemps. Donc c'est normal qu'on vienne, qu'on reparte, qu'on vienne, qu'on reparte. Mais on ne peut pas dire je suis de l'opposition comme si c'était une estampille à vie. C'est ce que je veux dire. Bien, merci. Il y a par exemple Benoît Sissi qui nous envoie ce message. Depuis un moment, le prix du baril de pétrole a baissé sur le plan international. Dès lors, force est de constater que le prix n'a pas changé dans notre pays. J'aimerais savoir si c'est seulement la Constitution ou le problème de la 5e République seulement qui est le combat de nos leaders politiques. Pourquoi les leaders politiques ne se réunissent pas pour faire appel à leurs sympathisants de manifester pour la revue à la baisse du prix du pétrole? C'est pertinent. On peut le faire sans appeler forcément à manifester, ou on peut le faire aussi, rien ne l'empêche. Mais ça a été dit lors de la session du CPC. Effectivement, il y a des taxes sur les produits pétroliers et c'est fait pour que ces taxes stabilisent les prix. Donc, quand les prix montent, on stabilise. Quand ils baissent, on stabilise aussi la baisse, mais il faut répercuter, il faut faire répercuter ces prix-là, cette baisse-là sur le prix à la pompe. Et ça, nous sommes un certain nombre à le revendiquer. Et la société civile le revendique. Je vais vous révéler quelque chose. Dans les années 96, j'ai créé un syndicat de taxi-moto. Ça s'appelle, puisque ça existe encore, l'association des conducteurs propriétaires de taxi-moto. Et ce que j'ai inculqué à nos amis avant de laisser le syndicat, c'est ce travail-là de fond. Et le secrétaire, pendant longtemps, a été l'un de ceux qui posait ce problème-là de taxes sur les pays pétroliers, qui parfois certaines taxes sont doublonnées ou reprises sur d'autres choses. Ça fait 2 ou 3 semaines que vous avez eu cette séance au niveau du CPC, mais on ne voit rien venir. Visiblement, c'est un peu comme si vous nous avez dupé là. Non, on ne nous a pas dupé. Dupé, c'est quand on prend le pari assumé de dire le contraire de ce qu'on veut faire ou de faire le contraire de ce qu'on a dit. Lorsqu'on émet un souhait ou on fait une proposition et qu'à la fin, le partenaire n'y défère pas, c'est une déception aussi pour nous que pour ceux qui croient en nous. Mais ça n'est nullement une duperie de notre part. On ne vous a pas dupé. Nous souhaitons, et j'espère que le ministre ou ses services nous suivent pour cette émission, parce que c'est une émission de grande écoute. Je pense que la ministre Mivedor, qui vient de la société, enfin qui vient du milieu bancaire
et financier qui comprend un peu la problématique du pouvoir d'achat sur la croissance, est sensible à ces questions et qu'elle fera le nécessaire auprès du gouvernement. On retourne au téléphone. Allô, bonjour. Oui. Notre compatriote a parlé à leur congrès des élections prochaines. Oui. Bon, moi, personnellement, jusqu'à la mort de le climat du Cameroun, il m'a dit personnellement que les élections ne peuvent pas arriver au premier tour. Voilà. C'est pourquoi je dis, si actuellement, le président, est-ce qu'on aura ce congrès? Maintenant, est-ce que c'est le Newland, c'est-à-dire un nouveau roi, une nouvelle loi qui apparaît au niveau du MPDD, que nous voulons clarifier, nous se positionner, voir, mais la clarification de votre centrisme, on me revient toujours, et le fait, c'est une inquiétude pour moi, quand un parti de l'opposition parle du centrisme, quand ce pays que nous savons que la démocratie est difficile à s'installer. Bien, merci, on vous a compris. Moi, je n'étais pas à votre congrès hier. Vous aviez parlé des prochaines élections? Oui, il y a une résolution qui a été votée. Les congressistes ont donné mandat au bureau politique d'envisager de prendre part aux prochaines élections si les conditions de transparence, d'équité sont réunies. Il y a une question aussi qui mérite d'être clarifiée au niveau même de l'ensemble de l'opposition ou de ceux qui ne prennent pas aux élections. Beaucoup pensent, beaucoup le disent aujourd'hui, y compris dans les médias, que les élections ne peuvent pas résoudre les problèmes du Togo, que les élections ont perdu toute leur crédibilité ou que les élections ne servent plus à rien. Il y a une question aussi fondamentale. Qu'est-ce qu'il va falloir faire désormais? C'est-à-dire est-ce qu'il faut désormais barrer les élections des calendriers politiques au Togo? C'est à cette question-là. Et une fois qu'on aura fait ça, il restera quoi? En fait, ça aussi, ça procède du fait que nous n'avons pas une culture politique profonde. La politique, c'est quelque chose de très décevant, de très déconcertant. La politique ne procède pas à termoiement, on dit. C'est-à-dire, un pas devant, un pas en arrière, des soubresauts, des stop and go, comme on dit en anglais. Et on ne fait pas de la politique en ayant l'esprit d'un enfant de cœur, en pensant que tout va se faire de façon unilinéaire, univectorielle, et que quand on va démarrer d'un point A pour aller à un point B, tout va se passer tranquillement. Faire la politique ne consiste pas à espérer que tout ce qui arrive serve par magie sa cause. Mais faire la politique, c'est de prendre l'engagement, d'avoir le courage de s'inscrire dans une action et de faire en sorte que quoi qu'il arrive, cela finisse, non pas à vous servir, mais ne pas vous compromettre tous vos objectifs. C'est ça, c'est un travail de courage, de détermination. Mon professeur d'histoire économique était le professeur Martin Adimado Aguayom, paix à son âme. Il vient de décéder. Il a fait la FEANF. Il a milité dans beaucoup de structures. Il a fait la CDPA. Il a été ministre. Et Martin Adimado Aguayom, quand ils étaient à la FEANF, ils pensaient que quand l'indépendance allait arriver, tout ce que nous allons connaître, c'est des processus progressistes, démocratiques. Mais malheureusement, il a vécu dans un Togo, en étant enseignant et tout ça, qui a connu des atermoiements. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas le Togo, n'abandonnez pas la politique. C'est décevant, c'est difficile, mais si vous abandonnez, ce sera encore pire. Ce matin, Adimado Adoyom, paix à son âme, qui m'a dit ça. Donc, il faut que nos amis comprennent que la politique, ce n'est pas du show. Je le dis. La dernière fois, quand je rentrais à Lomé, j'ai pris l'avion avec Toufan. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Et ça, ils font du spectacle, on les admire et tout ça. Si vous voulez être admiré, être connu, célèbre et tout ça, allez travailler avec Toufan, essayez de faire mieux autant que j'aime beaucoup Ralicia aussi. Donc, chantez comme Ralicia, j'aime bien. Mais si vous faites de la politique, c'est grave. Il n'y a que la guerre qui soit plus difficile que la politique. Parce qu'à la guerre, oui, vous avez le feu azimut, si vous devez porter
la mort, mais à part la guerre, il n'y a que la politique, je pense. Bon, on met à côté l'accouchement, parce que nos mères disent que c'est très difficile, mais il faut les croire. Mais à part la guerre, il n'y a que la politique qui soit difficile. Et dans un pays comme le Togo, nous qui nous engageons en politique, nous devons être sûrs que nous y laisserons une partie de nos biens, de notre vie, de ce que nous sommes, de nos opinions, de nos réputations. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Je m'appelle Olivier. Allô? Olivier. Olivier? Oui. Oui, Olivier, on vous écoute. Voilà, tout à l'heure, M. Galvin intervenait et il a parlé des gens qui n'arrivaient pas à manger au moins une fois dans la journée. Ça vous a fait sourire qu'il est sur le plateau. Mais, mes chers amis, moi-même qui vous parle, je n'ai pas encore mangé. C'est facile que je mange jusqu'à la fin de la journée. Parce que c'est difficile. Quand on dit que c'est difficile, c'est un mot qu'on employait évidemment bien avant, mais actuellement, la situation est plus que difficile. On n'arrive pas à manger. J'ai un boulot, je suis un chef de chantier, j'ai plusieurs mois d'arrivée de salaire, et un matin, je ne sais même pas comment je fais pour que les enfants puissent aller à l'école. Mes chers amis, ce que nous vivons actuellement au Togo est terrible. Peu importe nos blablabla en politique et autres, mes chers amis, le moment est très 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 difficile. Donc, ayez un peu de... Bon, je ne vais pas vous manquer de respect et de plateau, mais comprenez-nous quand on parle des gens qui n'arrivent pas à manger. Ce ne sont pas ceux qui n'ont pas des emplois. Je ne parle pas de sans-emploi. Non, mais Olivier. Maintenant, Olivier. oui, monsieur. Oui, mais en fait, ce que vous dites, j'ai bien compris, mais quand on dit que les Togolais n'arrivent plus à manger une fois par jour, Bon, quand la phrase est faite de cette façon. pas de 8 millions de Togolais. Oui, quand la phrase. C'est ce que vous dites, ou ce que Basile a dit, je comprends. Je sais que Basile était un peu dans l'exagération. C'est clair que la situation elle est difficile. Si on m'a appris hier, par exemple, que le prix du bol du haricot est entre 3500 et 4000, on me parle même de 4000. Moi, j'ai jamais entendu ça dans ma vie. Que le prix du bol est à 4000, que le prix du bol du maïs est à 1000 francs, à 1200 en octobre. C'est des situations qu'on n'a jamais vécues au Togo. Donc, ça, vraiment, je sais. Donc, je sais. Mais quand la phrase est faite, que les Togolais ne mangent pas une fois dans la journée, c'est beaucoup de Togolais, oui, quand on dit la phrase est faite de cette façon-là, que beaucoup de Togolais, oui, mais il y a beaucoup de Togolais qui, par exemple, ce midi-là, eux, ils ont sur leur table, mais tout ce qu'il faut, hein, des poulets rôtis, oui, ils ont de très bonnes choses. Donc ceux-là aussi, ce sont les Togolais. Absolument. Ouais, ouais. Donc c'est cette nuance-là que je voudrais qu'on puisse faire. Mais vous écoutez. Oui, et je voudrais dire à notre ami, hein, surtout si je l'ai blessé, ou si mes propos ont semblé être blessants, toutes mes excuses. C'est surtout le cœur de notre sujet politique, enfin notre objectif au MPDD. On parle de justice sociale, et je l'ai répété à plusieurs reprises. Notre rôle, c'est d'arriver à faire en sorte que le Togo soit bâti par tous les Togolais et que le fruit de cet effort soit partagé de manière équitable. Nous sommes au XXIe siècle. Oui, on peut avoir des questions de difficultés, de misère marginale, mais on ne peut pas tolérer ce niveau généralisé, ou en tout cas globalement observé, de vie chère et de difficultés d'accès à l'essentiel. Et c'est justement pour ça, c'est pas un blablabla de politique, hein. Vous savez, je suis enseignant, et moi, mon domaine de formation, c'est l'économie, la réglementation, la gouvernance. Là, on peut dire de blablabla. Mais quand je suis en politique, je suis dans un sanctuaire un peu plus sacré, où je sais que je parle et je veux agir dans la vie concrète de mes concitoyens, de nos concitoyens. Et la vie chère, la justice économique et sociale sont des sujets sacrés pour nous. Je le dis sacré, laïque, hein. Et je voudrais vous présenter mes excuses si j'ai paru dans mes propos donner l'impression de ne pas considérer ces sujets. Mais comme l'a dit M. Atiogbe, il faut toujours que nous travaillions sur les nuances aussi. Et notre rôle, quand je dis, on me dit, vous faites des appels de pied, vous faites ceci, notre rôle, c'est d'alerter le gouvernement, c'est d'alerter ceux qui ont la main sur le bouton pour qu'ils puissent faire quelque chose immédiatement, pas dans 2 jours, pas dans 6 mois, pas à travers une élection ou un truc, mais aujourd'hui, eux, ceux qui sont là, si on ne leur parle pas, si on leur dit pas, vous, écoutez-nous,
comment voulez-vous qu'ils agissent? Vous avez dit quelque chose d'aussi important au cours de cette émission. Vous avez dit que vous assumez et que oui, vous êtes prêt à être impopulaire, à être insulté, à être traité de tous les noms. Et comment comprenez aussi que certains Togolais, une bonne partie de ces Togolais-là, ils sont à l'extérieur du Togo et qui sont beaucoup dans la critique, très souvent même dans les insultes, parce que les commentaires que je vois, notamment sur les réseaux ici, certains de ces commentaires, pour moi, ils sont excessifs. Absolument. Alors, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas la majorité de Togolais à l'extérieur qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Donc il y a un groupe, bon, c'est pas un seul groupe, mais il y a des groupes comme ça, un peu répartis dans la diaspora. Certains d'entre eux sont des désœuvrés qui pensent qu'ils font de la politique en insultant. D'autres se trompent objectivement, c'est des gens de bonne facture qui ont été à l'école, qui ont de bons diplômes, mais qui ont une lecture biaisée des choses ou qui ont une posture qui est un peu tachée d'immaturité. Entachée d'immaturité. Moi, j'ai assisté à plusieurs conférences ou à plusieurs réunions de la diaspora. Moi-même, je vis en France, j'ai vécu en France très longtemps, je vis toujours en France et je sillonne le pays, je fais des pays africains, je vois la diaspora togolaise. Qu'est-ce qui se passe quand les gens se retrouvent? Généralement, quand ils doivent structurer les travaux, chacun cherche à être le chef, point. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs trucs, associations des Togolais de tel, regroupement sacré de tel, tout le monde veut faire sa petite chapelle. Aucune méthode, aucune vision globale, ou très peu. Et une fois que les gens se regroupent, qu'est-ce qu'ils font? Bon, des discussions qui ne volent pas très très haut. Et après, il y a la GAP. Les agapes, les gens vont manger et tout ça, ils font des blagues de Kokuvito, des choses comme ça, et je ne sais pas. Aucun suivi. Il n'y a pas un relevé de décision qui va être suivi avec des plans d'action, qui fait quoi, quand, dans quel délai, avec quelle qualité de livrable. Et on fait ça, on répète, et tout ce qu'on sait faire, c'est de sortir des banderoles, d'aller crier, on ne veut pas de tel est un voleur, tel est le fils de tel ceci. Quel est le fond du travail? Quelle est la rigueur? Or, c'est des gens qui sont sortis de notre caverne, entre guillemets, et qui sont allés voir la lumière. C'est eux qui devraient éclairer le combat, avoir le courage de faire de l'éducation, de la pédagogie. Certains le font, pas tous, mais certains le font. Mais la grande majorité, c'est de passer leur temps, après leur journée de labeur laborieuse, derrière les écrans et de sériner des choses qui ne sont pas dignes de la politique. Moi, ces gens-là ne m'impressionnent pas. C'est des tigres en carton. Ils n'ont qu'à venir sur le terrain. C'est noté. Et nous allons, puisque vous êtes économiste, ouvrir pour quelques instants le volet économie, puisque au Togo, on célèbre le classement de la Banque mondiale qui place le Togo premier pays réformateur au plan économique. D'abord, une réaction à ce classement, là, Togo premier en Afrique de l'Ouest. Alors, vous allez voir, c'est surprenant. Et je sais que la majorité de nos concitoyens sont perplexes. Et ils disent, mais comment ça se fait que le Togo puisse être classé parmi les pays réformateurs? Et on s'arrête juste à ça. Et on dit, oh, c'est faux, c'est manipulé, c'est acheté, etc., etc. Oui, et ça aussi, c'est la faute du gouvernement. Parce que le gouvernement ne fait pas assez de pédagogie. Parce que le gouvernement ou certains milieux proches du gouvernement posent des actes qui décrédibilisent l'action publique. Je parlais tout à l'heure de redevabilité. Mais en réalité, si vous observez bien, ce classement est justifié. Et je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qu'on appelle les réformes? Et qu'est-ce qu'on met dans les réformes? Eh bien, si nos compatriotes ont lu la feuille de route du gouvernement 2020-2025, ils comprendront qu'il y a 3 axes. Et le 3e axe, c'est la modernisation et le numérique. Donc, le gouvernement a pris l'engagement de digitaliser, de numériser un certain nombre de choses. Et donc, il y a eu des réformes. C'est ça qu'on met dans tout cela. Le guichet unique des entreprises, l'amélioration, la réforme et la numérisation des formalités des entreprises, les guichets des offices de l'ETR, donc les offices de douane et des impôts, les registres, le processus d'enregistrement foncier qui a été numérisé avec une optimisation du parcours, et le processus de demande d'instruction, de demande de permis de construire. Tout cela concourt à améliorer un certain nombre de choses, notamment le climat des affaires, à améliorer le climat des affaires. Et effectivement,
la Banque mondiale, en regardant tout cela et en observant les effets observe qu'il y a eu des réformes importantes. Et donc, quand vous partez de moins 5 et que vous arrivez à 0, et que quelqu'un part de 0 arrive à 1, vous qui êtes de moins 5 à 0, vous avez fait plus d'efforts. On est d'accord? Bien. Pourquoi ces réformes ne sont pas perçues par nos collaborateurs? J'ai parlé de la pédagogie. Mais c'est parce que c'est des réformes de process et des réformes de digitalisation de processus et qui sont essentiellement dans le secteur public, administratif public. Et cela ne correspond pas à notre économie en réalité, ou n'est pas en cohérence avec l'économie. Parce que la croissance de notre économie est portée par le tertiaire. Donc les banques, les finances, etc. Les réformes dont je vous parle là, on parle de réformes de procédures de création d'entreprises. Combien de Togolais créent des entreprises? On parle d'enregistrement foncier. Combien de Togolais enregistrent le foncier? On parle de processus d'obtention de permis de construire. Combien de Togolais font ça? On parle de guichets OTR. Moi, je fais des formalités. Combien de Togolais font des formalités qui perçoivent ça? C'est pour ça que les réformes sont d'un côté et la Banque mondiale, qui est une institution sérieuse, en prend acte. Mais dans la vie matérielle quotidienne des Togolais, il n'y a pas d'impact, puisqu'il n'y a pas de pédagogie dans un premier temps. Il y a quelques impacts qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, avec les Timoni et compagnie, vous pouvez payer de l'électricité en étant sur vos canaux, abonnement, tout ça. Mais on ne perçoit pas que ça rentre dans ce qu'on appelle des réformes. Même la décentralisation, même la réforme constitutionnelle, c'est une réforme. On ne vous a jamais dit, la Banque mondiale ne dit pas que le Togo réforme dans tel sens, mais le Togo est un pays réformateur. Et donc c'est ça qui manque, cette pédagogie qui manque. Et ce qui manque aussi, c'est que sur les 3 axes de la feuille de route, le gouvernement a beaucoup insisté sur le premier et le 3e axe. L'inclusion financière, le truc avec le FNFI et compagnie, et sur la numérisation et la digitalisation, mais pas sur le 2e axe qui est celui de la création d'emplois. Or, si vous ne créez pas d'emplois, donc vous ne multipliez pas de revenus, donc le pouvoir d'achat n'augmente pas. Et si vous ajoutez à cela l'inflation, qui annule tous les faits de la croissance, le Togo a eu une croissance autour de 6,5 l'année dernière, mais l'inflation était autour de 4 points quelque chose. Donc vous voyez un peu 4 à 5 points. Donc on crée, il y a un peu de croissance, mais l'inflation fait que ça obère le pouvoir d'achat. Si vous mettez tout cela côte à côte, les Togolais ne sentent rien de ce qui se fait. Et ça ne se traduit pas dans le panier de la ménagère. C'est ça qui fait que nos compatriotes doutent de ce classement et ont raison parce qu'ils n'en voient pas l'effet. Le tort revient au gouvernement qui ne fait pas assez de pédagogie et qui ne mène pas ces 3 axes-là avec la même détermination. Et en plus, il y a un problème d'efficacité limitée de l'action publique. Nous dépensons beaucoup, le budget du Togo croît vite, mais tout ce qui est projet, tout ce qui est validé au niveau du gouvernement, dans l'exécution, je ne suis pas sûr, nous ne sommes pas sûrs que l'exécution se fasse avec beaucoup d'efficacité, beaucoup d'impact. Et il appartient au gouvernement de renforcer l'efficacité de l'action publique. 1 franc dépensé, on doit savoir ce à quoi ça a servi sur le terrain. Et il faut cela, des mécanismes de contrôle. La Cour des comptes, l'inspection d'État, il faut redonner les moyens et donner des instructions claires à cette structure. Et en plus de ça, il faut mettre en place une plateforme citoyenne, comme on est dans le digital, qui permet de suivre l'exécution des projets et de dire que on veut construire telle centrale, on veut construire tel élément, voilà où on en est des dépenses, voilà les impacts. Et les citoyens peuvent faire des déclarations, demander des renseignements, avoir les informations qu'on leur communique et faire des prescriptions. Il nous reste quelques secondes. J'avais prévu qu'on parle de la pluie puisqu'il a plu et que, oui, dans les quartiers, les traces sont encore là. Vous habitez où? Moi, j'habite à Gouel, Vacosito. Mais quelle est la situation chez vous là-bas? Ah oui, c'est difficile aussi. Je mets 20 minutes pour parcourir à quoi? 500 mètres, 800 mètres, parce qu'il faut négocier avec les nids de poules. Quel est votre rêve pour les Vacosito ou Vacosito? Quel est votre rêve? Oui, mais c'est les routes. Il faut faire les routes. Il y a une grande voie qui va de IGP au camp, à la voie de contournement. Mon rêve, si j'avais les moyens, c'est de faire cette voie-là. Et puis ça ne servirait pas qu'à moi, parce que nous sommes nombreux dans cette zone-là, qui est le nouveau Lomé aujourd'hui. Donc ce serait bien qu'on ait cette route-là, 2 voies. Ça permettrait de distribuer les flux sur les 2 grands axes, celui d'Agito Gomé et celui d'Agoué. Merci d'être